Montagne. Alors, on va quitter le département et on va en Dordogne. Hein. C'est limite, hein, de toute manière. Donc, on a à peu près 1 heure de route. On a un petit peu de retard parce que donc notre chauffeur que je vous présente, c'est Jennifer qui va nous accompagner toute la journée. Jennifer sera avec nous aussi pour les visites. Et Jennifer a eu un peu de retard parce qu'il y avait un accident sur la rocade. Hein, c'est souvent bouché. Donc je viens d'appeler au château, on ne nous attend pas avant 10h30, mais de toute manière la visite était prévue que pour nous. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc on va visiter ce matin château et tour de montagne. On pique-niquera, peut-être qu'on va faire un pique-nique un peu plus rapide du fait de notre retard au château, hein, où on pourra nous mettre des tables et des chaises et donc pique-niquer. Et ensuite on reprendra le bus pour aller quelques kilomètres plus loin au jardin de Sardy. Des jardins donc qui ont été refaits, des jardins un peu à l'anglaise, où on est attendu également pour une visite guidée vers 2h30. Voilà. Donc j'espère que ça va être une belle journée, qu'elle va vous plaire parce que c'est en même temps et culturel le matin et l'après-midi, eh bien ça sera donc découverte de jardin, donc un petit peu dehors. Voilà. C'est juste là. Il y a des escaliers? Non, il n'y en a pas. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici, on se trouve dans la chapelle de Montaigne. Donc Montaigne a créé cette chapelle puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était sur un territoire protestant. Donc les gens n'étaient pas de la même religion que Montaigne et il y avait les guerres de religion. Donc les protestants contre les catholiques. Donc on n'avait pas le droit d'être catholique dans cette région. C'est pour ça que Montaigne a créé cette chapelle dans sa tour pour pouvoir prier et avoir son lieu de culte à lui sans qu'on vienne l'attaquer. C'était quelque chose qui était assez secret en réalité. Juste ici, vous pouvez voir le blason de Montaigne. Un blason, c'est ce qui représente une personne, c'est ce qui la symbolise. Donc on remarque le bleu azur dans le fond. Les trèfles à 3 feuilles qui rappellent la prospérité. La prospérité, c'est le fait d'être riche. Donc plus il y a de trèfles à 3 feuilles, plus on est riche. Au milieu, on ne voit pas très bien, mais c'est une patte de lion. La patte de lion, elle va symboliser le courage, la bravoure. Et autour, on va avoir une couronne avec des coquilles Saint-Jacques. C'est le symbole de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'était une sorte d'organisation religieuse. Et en fait, c'était un honneur de pouvoir mettre autour de son blason le symbole de Saint-Jacques de Compostelle. De Michel de Montaigne, donc c'est ici qu'il dormait. Au sol, on va retrouver ce qu'on appelle des tomettes. Donc c'est un sol en fait en terre cuite. Et ce sol date de l'époque de Montaigne, donc du XVIe siècle. Juste au-dessus, le toit que vous voyez là, il est fait en ce qu'on appelle du torchis. Donc c'est un mélange de paille et de boue. Et c'est pareil, il date de l'époque de Montaigne. Le lit que vous avez juste ici, ce n'est pas le lit de Montaigne, c'est Pierre Magne qui l'a mis ici pour qu'on se représente visuellement comment était la chambre. Mais quand les Montaigne sont partis du château parce qu'ils n'avaient plus d'argent, ils ont fait comme nous on ferait, ils ont pris tous leurs meubles. Donc il n'y avait plus rien. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Montaigne, les lits n'étaient pas aussi grands. Ils étaient beaucoup plus petits. Ils arrivaient à peu près jusqu'ici. Et en fait, ils ne dormaient jamais allongés, puisque c'est un signe de mort. On dormait toujours assis ou semi-assis, avec des gros coussins dans le dos. Oui, ça va? Pourquoi? Je ne dormais pas allongé. Non, parce que quand on était allongé, la position allongée, c'était pour représenter la mort. Et on ne voulait pas, du coup on avait peur, il y avait beaucoup de peur, de superstition, tout ça. Et du coup on ne voulait pas dormir allongé pour pas attirer la mort. Un portrait de Michel de Montaigne. Donc en fait il a été placé à hauteur, c'est-à-dire qu'il faisait cette taille-là.
C'était un petit homme, il faisait 1m57. Moi je fais 1m59, vous voyez, il faisait à peu près ma taille. Mais c'était assez normal à l'époque, puisque la moyenne des hommes, enfin la taille moyenne des hommes était d'1m60. Donc encore une fois à peu près ma taille. Tous les hommes faisaient à peu près ma taille. Vous avez un coffre en cuir avec des clous dessus. Et c'est un coffre dont Montaigne s'est servi pour ses voyages en Italie. Il partait souvent en Italie pour voir les monuments, faire de la culture, mais aussi pour soigner son ventre. En fait, il avait des calculs rénaux. Ce sont des petits cailloux qui se mettent dans les reins. Là. Oui. Et du coup, en fait, c'est très très douloureux. Et en fait, il partait en cure thermale, donc dans l'eau en fait, pour essayer de soigner ses calculs rénaux. Donc il partait très souvent en Italie. Et dans ce coffre-là, les descendants de Montaigne, ils ont découvert un journal intime de Montaigne, dans lequel il décrit donc ses voyages en Italie, mais il décrit aussi la couleur de son pipi et de son caca. Donc c'est un journal qui n'avait pas pour but d'être publié, mais les descendants de Montaigne l'ont quand même fait publier. Donc ça ne respecte pas vraiment ses choix, mais aujourd'hui on peut lire ce journal qui s'appelle « Journal de voyage en Italie ». Montaigne est placé entre deux tableaux que vous voyez. Donc ici c'est un tableau qui représente le massacre des catholiques envers les protestants. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Juste ici, vous avez les protestants qui attaquent les catholiques. Ça, c'est le pillage de Lyon. Donc en fait, il a été mis au milieu pour montrer encore une fois qu'il avait un rôle de médiateur, qu'il essayait d'apaiser les tensions. Michel de Montaigne, comme je l'ai dit, n'aimait pas du tout la guerre, il n'aimait pas se battre, il n'aimait pas la violence, il était assez pacifiste en fait. Donc c'est pour ça qu'il a été placé ici. Juste derrière vous, cachait Montaigne quand il y avait des fâcheux qui arrivaient au château. Les fâcheux, c'est des gens que Montaigne ne voulait pas voir. Il n'avait pas envie de les voir. Et donc quand les fâcheux arrivaient sur le domaine, ils se cachaient en fait à l'intérieur. Il y avait un tableau devant. Ce qui fait que quand ils arrivaient, même s'ils arrivaient à rentrer dans la chambre de Montaigne, ils ne le trouvaient pas. Parce que Montaigne n'aimait pas trop la compagnie des gens, il préférait être seul pour pouvoir écrire et penser. Et du coup, il se cachait en fait dans ce trou-là. Devant la fenêtre. Oui, à l'époque, Ouais, mais enfin, il n'y avait pas. À l'époque, Il y avait un rideau, quelque chose. Oui, il y avait un tableau. Mais à l'époque, il n'y avait pas de fenêtre. En fait, dans la tour, il y a très longtemps, il n'y en avait pas du tout, puisqu'on payait de l'argent pour avoir des fenêtres. Et Montaigne ne voulait pas payer, donc il y avait ce qu'on appelle des meurtrières. Puisque, comme je l'ai dit, c'était une tour pour défendre. Les meurtrières, c'était des espèces de tubes comme ça, de lumière, où on passait les arcs dedans pour attaquer les gens. Mais donc, il n'y avait pas vraiment de fenêtre, c'était assez sombre en fait ici. Attention à la vue. Non. C'est aussi son bureau. Donc, c'est ici qu'il va écrire, qu'il va lire, qu'il va penser. C'est sa pièce préférée et c'est la pièce la plus importante de la tour. Il faut savoir que Michel de Montaigne, en fait, n'écrivait pas lui-même ses livres. Il faisait appel à quelqu'un, une femme, pour le faire à sa place. Cette personne-là, ça s'appelle une scribe. Donc c'est la scribe, la personne qui écrit à sa place, qui va écrire ses livres, dont ses livres les plus connus, qui s'appellent les essais. Du coup, Michel de Montaigne, on le représente se tenant les mains dans le dos, marchant comme ça et regardant au plafond. Et si vous regardez au plafond, il y a des inscriptions. Ce sont des petites phrases en fait, en grec et en latin. Et ce sont des phrases qui inspirent Michel de Montaigne quand il marche et quand il va dicter du coup ses écrits. Vous avez la traduction juste ici, si jamais ça vous intéresse. Là ici, vous avez un facsimilé. Un facsimilé, c'est un livre en fait, quand Michel de Montaigne écrivait ces livres, il les envoyait chez l'imprimeur. L'imprimeur les imprimait du coup pour en faire un livre et ils étaient renvoyés chez l'auteur, donc Michel de Montaigne, pour qu'il puisse apporter des modifications dessus. Donc ici vous avez toutes les modifications, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez vous accrocher, il n'y a pas de souci. C'est une reproduction bien sûr, mais vous avez toutes les écritures de Michel de Montaigne. Vous voyez ici, 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 et en fait il corrigeait. Il appelait ça donc ces modifications des allongeailles.
Il rayait aussi des phrases, vous voyez. Ici, c'est un portrait de Montaigne. Et juste en face, ici, vous avez un portrait d'Étienne de la Boétie, son ami. La chaise que vous voyez ici, c'est la même chaise que Michel de Montaigne avait pour du coup dicter ses pensées. Donc il s'asseyait aussi ici pour dicter ses écritures. C'est pour ça qu'elle est un peu penchée, vous voyez. Donc il était vraiment couché comme ça pour pouvoir regarder ces petites écritures au plafond. Confortable. C'est des selles qui sont très dures, mais Michel de Montaigne disait que ça l'aidait en fait à faire partir ces cailloux qu'il avait dans les reins, vous voyez, ces calculs rénaux. Donc voilà. On mettait quand même une peau de mouton ou quelque chose dessus pour que ce soit plus confortable, mais ça restait quand même assez dur. Ici, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des girouettes. C'était placé en fait sur le château. Et quand le château a brûlé, on a récupéré ces girouettes en souvenir en fait de l'ancien château et on les a du coup placées dans sa bibliothèque. Ce sont des scènes qui sont tirées, donc les fresques, elles sont tirées d'un livre qui s'appelle Les Métamorphoses d'Ovide, qui était un des livres préférés en fait de mon devenu seigneur au domaine, où il a hérité du domaine, où c'est lui qui est devenu le chef entre guillemets d'ici. Donc c'est un hommage. Et juste derrière moi, vous pouvez voir au bout là-bas, il y a une autre tour. Vous voyez? La tour qui est juste en face. Donc à l'époque de Montaigne, elle faisait la même taille que celle-ci, mais au fil du temps, avec des tempêtes et tout ça, elle a été détruite. Donc elle est beaucoup plus petite. Et en fait, c'est ce qu'on appelait la tour de Madame. C'était la tour de la femme de Montaigne. Donc Montaigne vivait ici et sa femme dans l'autre tour. Puisqu'à l'époque, mari et femme ne dormaient pas ensemble. Donc Montaigne, pour rejoindre sa femme, il passait par le chemin de ronde que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, le chemin qui est dehors. En fait. Et pour rejoindre sa femme, du coup, il passait par là. Le pauvre. T'as le droit de compléter la... À l'origine, était une ferme fortifiée du XIIe siècle, 1100 quelque chose. Pour le voir, si vous avez du temps et le désir de marcher un peu, ça vaut la peine de descendre dans le pré, parce que de là vous verrez la muraille, parce que c'est vraiment une muraille de défense qui existait, puisqu'à cette époque-là, ça guerroyait beaucoup. On faisait beaucoup de petites guerres tout autour, et pendant la guerre de 100 ans, ça a duré 100 ans, même un peu plus, je crois. Et
tous les coups, c'est Sébastien qui m'écrit à propos de son putain de vinyle ou une connerie dans le genre. Bonsoir. Je vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. Peut-être que si, en fait. Si. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Non? Hein, des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est pas nécessaire. Vous voyez? Hein, que c'est pas le moment, ou que c'est trop tard, tout simplement. Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. Hein, Sophie? Il n'est jamais trop tard pour demander à sa sœur d'arrêter de nous offrir des encyclopédies qu'on lira jamais. Pour dire à son beau-frère, tiens, qu'on l'aime beaucoup. Ah oui, oui, mais qu'on aimerait juste passer un dîner, un seul, sans avoir droit à un cours de sciences nat. C'est dur, ça. Pour dire à son père, tiens, pour tenter vainement de lui expliquer, hein papa, réveille-toi, ouais. On les déteste pas, ces anecdotes. Non, c'est pas ça. Mais qu'au bout de 127 fois, l'autostoppeur, je crois qu'il en a marre qu'on lui gerbe dessus. Et enfin, supplier sa mère, la supplier d'enlever ce porte-serviette en forme de bite. Parce que oui, maman, je te l'annonce, sois forte, c'est une bite. Hein. Et voilà le résultat. Eh oui. En fait, je voulais pas le faire, ce discours. Je voulais pas. Non. Je voulais pas parce que j'avais peur. Voilà, j'avais peur d'être nul, de me ridiculiser, de plomber l'ambiance. Et puis ce soir, ce fameux soir où Ludo m'a demandé ça, j'attendais des nouvelles de Sonia, mon amoureuse, qui s'était mise en pause depuis 38 jours. Je lui avais écrit un message à 17h24. Elle avait lu ce message à 18h56, mais elle ne me répondait pas. Et puis, à 21h46, j'ai fini par recevoir un message. Un message qui disait « Et toi, comment ça va ?» Alors oui, hein, en soi, « Et toi, comment ça va ?» c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'était du carburant pour 1000 ans. Je sais pas comment vous dire, c'était comme si la lumière revenait après 38 jours d'obscurité et j'ai repris espoir. Parce que tant qu'il y a des « Et toi, comment ça va ?» il y a de l'espoir. Alors, ce soir, mes pensées vont bien évidemment aux mariés, à qui je souhaite tout le bonheur possible. Et aussi à quelqu'un qui n'est pas là. C'est un petit garçon nommé Justin, qui est tombé de son beau vélo rouge un jour dans un parc. Parce que c'est grâce à lui que j'ai reçu ce « Et toi, comment ça va ?» à 21h45. Parce que les promesses faites sur un banc de parc ne peuvent pas être rompues. Alors merci Justin, merci pour ton sacrifice, merci d'être tombé pour l'amour comme d'autres sont tombés pour la patrie. Et puis je vais te dire quelque chose, c'est que c'est pas grave de te casser la gueule. Ça va t'arriver encore, et souvent même. Parce que la vie c'est un vélo rouge sans petit trou, et puis du sable, t'as pas fini d'en bouffer. Mais un jour, toi aussi, tu rencontreras l'amour, le vrai. Et ce jour-là, je peux te dire que ton vélo rouge filera comme le vent. Je vous souhaite une bonne soirée.